On va passer maintenant aux facteurs religieux du terrorisme, parce que quand on remarque dans les chaînes de télévision, on parle toujours islam, islamisme, islamiste, on généralise. Hein? On ne parle pas d'une manière spécifique et bien ciblée. Par exemple, au Maghreb, au Maroc, en Tunisie, comme en Algérie, l'islam qui règne, c'est l'islam soufi, les confréries soufis. Moi, mes deux grands-pères viennent d'une confrérie soufie, se rase la barbe, met le parfum, il n'a jamais accepté ces barbus, c'est quoi ça? C'est délinquant, là. C'est le sophisme. Son discours, c'est la générosité, c'est l'amour, etc. Et tous les Maghreb, même en Égypte, on parle de 12 millions de sophies, on a au Maroc aussi, comme en Algérie. D'ailleurs, même la résistance contre le colonisateur français ou britannique, c'était mené par des confrères de Sophie. C'est dans le Mortal, en Algérie, voire même en Libye, excusez-moi, voire même en Algérie, dans en Tunisie, etc. Donc, quelle est l'idéologie des terroristes d'Al-Qaïda ou Daesh? L'islam, on a plusieurs islams. Le sunnisme, on a 4 doctrines officielles, plus des dizaines et dizaines, une centaine de branches. Au chiisme, c'est la même chose. La 3e voie d'islam qu'on néglige, on oublie souvent, c'est l'ibadisme. On le trouve en Oman, parce que c'est 3 grandes branches, et dans chaque branche, on a des centaines, voire peut-être des milliers de sectes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On a un problème avec qui? Quelle est l'idéologie officielle d'Al-Qaïda ou de Daesh? Ce qui évite souvent la presse, c'est le wahhabisme, c'est tout. Tout court, c'est le wahhabisme. C'est le wahhabisme saoudien. C'est impossible qu'une confrérie soufie s'implique dans le terrorisme. D'ailleurs, ceux qui ont freiné le terrorisme en Libye ou luttent contre le terrorisme en Libye, les pays laissés à ce qu'on sort, sont les confréries soufis. C'est la société soufie qui lutte contre le terrorisme importé, puisqu'il n'est pas même local. Donc, c'est le wahhabisme, par exemple. Al-Qaïda, c'est une combinaison quand même entre le wahhabisme traditionnel et le djihadisme égyptien d'Ibn al-Zawahiri, qui vient de quitter les frères musulmans pendant les années 60, surtout avec la radicalisation des discours de Saïd Qutb en 1965, qui a quitté. Donc, c'est le djihadisme égyptien, mais en combinaison avec le wahhabisme, et c'est devenu un cocktail explosif. D'ailleurs, les pratiques de Daesh aujourd'hui, de Al-Qaïda, sont les mêmes dans la société saoudienne. Ils ont coupe les mêmes mains, coupe les mêmes têtes, on interdit le cinéma, on interdit aux femmes de conduire les voitures, on interdit la cohabitation entre... Il faut séparer les femmes et les hommes, ce sont les mêmes pratiques. Et surtout, on a un trait commun, c'est cette haine contre les sites archéologiques. Vous connaissez, on a Palmyre, on a les pyramides, on a le Mossoul, on a le statut de Bouddha en Afghanistan. Mais en commençant par les prophètes, les califes, l'empire omeyyade, l'empire abbasside, l'empire fatimide, l'Andalousie, tous les empires, les États et les monarchies au nord d'Afrique, après la décadence du monde arabo-musulman, mais jamais on a touché aux sites archéologiques. Jamais. La première fois qu'on commence à casser, ruiner et détruire les sites archéologiques, c'était à la Mecque, au début du XXe siècle. Les Wahhabites de Neige, quand ils ont envahi la Mecque, ils ont détruit la Mecque. La Mecque historique n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a que la grande mosquée, et à l'intérieur, on centre le Kaaba, le Kibb noir, et tout le reste est fini. Les maisons des compagnons des prophètes ont été rasées de la carte. Il y a des hôtels Movenpick et Tony Charlton à leur place aujourd'hui. Imaginez-vous que le Vatican, il vient une force de l'extérieur et il rase le Vatican, et en construisant la place des gratte-ciel. Ce qui s'est passé à la Mecque. Mais c'est un tabou qu'on ne parle pas trop, mais les archéologues savent que c'est une catastrophe pour la culture islamique. Ça se reprend aujourd'hui avec talibans qui ont été financés aussi par le wahhabisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le statut de Bouddha à Palmyre, en Syrie, en Moussoul, etc. Espérons qu'ils n'arrivent pas aux pyramides égyptiennes, parce qu'ils vont les détruire. Il y a une haine idéologique contre tout ce qui est histoire, tout ce qui est site archéologique. Et c'est la même idéologie. Sinon, à part ça, on n'a jamais eu dans l'histoire arabo-musulmane, depuis 14 siècles,
cette idée de détruire les sites archéologiques. Évidemment, ce qui a fait aussi que cette doctrine, qui est le wahhabisme, en fait, vrai responsable du terrorisme, s'est propagée, c'est le fric, c'est la liquidité. Elle a joui du boom de la rente pétrolière. Donc, ils sont ultra riches, ils ont construit des mosquées partout, mais leurs propres mosquées, pour leur propre doctrine. Hein. Et d'ailleurs, je donne la revue Forbes américaine, spécialisée des fortunes, signale que le meilleur métier profession dans le monde arabe, rentable, c'est un prêcheur. Prêcheur, mais prêcheur wahhabite, ça veut dire qatarien ou saoudien, parce qu'il gagnait 2 millions de dollars et 3 millions de dollars, il donne les noms et les salaires, et c'est immense, énorme. Et on a par exemple un qui s'appelait Salman al-Ouda, et lui il a prêché toujours pour le djihad en Irak, contre les impies, etc. Son fils a été influencé par le discours de son père. Il a préparé sa valise pour aller en Irak faire le djihad. Il dit, mais merde, tu fais quoi là? Ne bouge pas. Il appelle le ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, confisquez le passeport de mon fils, ne laissez jamais mon fils partir au djihad. Mais comment papa tu appelles au djihad pour les autres? Mais ce sont les autres jeunes là. Toi tu vas à Harvard University, tu as d'autres avenir. Tu es mon fils. Et d'accord, hein, le djihad c'est pour ces misérables jeunes marginalisés, etc. Mais toi tu as notre avenir. C'est une histoire vraie, c'est un même l'autre. D'autres prêcheurs qui s'appellent Mohamed Arifi, là il est comique carrément, il parlait qu'en Syrie il y a des anges blancs qui tombent du ciel sur des chevaux blonds et qui font la guerre contre l'armée syrienne et qui soutiennent les moujahidines. On a la vidéo, je peux passer la moujahidine avec sa part. Pendant l'époque soviétique aussi, on a parlé des anges verts qui prennent un bout de sable, qui les jettent sur le char T-72 russe et le char s'éclate. Parce que ce sont des anges verts qui viennent du ciel. Le problème, il y a des jeunes qui croient en ces histoires, mais lesquels? Le profil des terroristes, qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas des sociologues ou politologues ou historiens qui vont être convaincus de ces histoires. Un charlatan, il met D, ça veut dire docteur en quoi, pour nous parler des anges. Lui-même, il était en guerre pendant la période de Mohamed Morsi, les frères musulmans, et il y a eu un congrès mondial pour le djihad, pour le djihad ancien. C'était en juillet, en plein été. Le congrès est fini, il a pris ses valises, ses épouses, parce qu'on a les images, les photos, parce qu'il y a eu un scandale, puis direction Londres. Il s'est trouvé à Jar Road, la fameuse avenue, le quartier arabe à Londres, et en jean, en veste cuir, on a les images, je peux vous montrer les images, et à McDonald's, en train de manger des hamburgers avec ses femmes, ses enfants, etc. Et du jeune irakien l'a arrêté, il m'a dit, faites quoi là? Vous nous appelez pour faire le djihad en Syrie, ou vous traînez ici à Jar Road. Bon, ils l'ont tabassé, c'est vrai, parce que de cette façon, on a compris l'histoire, on a vu ses photos à l'hôpital, etc. Donc, un exemple de ces prêcheurs qui sont devenus archi-millionnaires, il ne faut pas oublier qu'il y a une mondialisation à travers la technologie de communication. Par exemple, tous les Arabes savent bien qu'ils ont ce que nous appelons Nilsan, une petite parabole, mais la mis 500 chaînes de télévision. Ça veut dire que l'État national même ne contrôle pas l'information. L'État marocain ou l'État tunisien ne peut pas contrôler l'information puisqu'il vient de l'extérieur. On a 150 chaînes intégristes qui propagent l'intégrisme et la haine, le discours de la haine, parce que le terrorisme aussi c'est un discours avant que ce soit une action. On a environ 150 chaînes, après le général Sisi, pour les uns c'est un dictateur sanguinaire, pour les autres je ne sais pas, il a arrêté l'islamisme, peu importe, mais là il nous a fermé en tout cas quelques dizaines de ces chaînes. Ah, je pourrais dire, il a bien fait. Le reste, c'est discutable, je suis tout à fait d'accord. Mais au moins, il nous a fermé quelques dizaines de chaînes de télévision parce que, comme j'ai dit, l'État national ne contrôle pas le paysage médiatique. Il y a l'invasion de l'extérieur. Et qui paye des dizaines de milliers, des millions de dollars à ces chefs prêcheurs qui incitent à la haine. Tout d'abord, j'ai Wahhabi qui disait dans un discours vendredi de prière, détester les juifs, les chrétiens, les chiites, les sophies, les nationalistes, les marxistes,
communistes, les libéraux, les démocrates, tous, détestez-les. Ils sont exclus de notre société. Donc c'est un discours de haine, il faut combattre ce discours de haine. Mais malheureusement, il possède une rente pétrolière, une liquidité énorme. Maintenant, on va parler d'une autre série de facteurs, les facteurs politiques, géopolitiques, du terrorisme. Après les facteurs économiques, psychologiques, sociaux, etc. Il faut savoir que le terrorisme, si on a la carte, si j'ai la carte derrière moi, je peux vous montrer la carte du monde, où le terrorisme prospère. C'est classique. Afghanistan, l'Irak, après 2003, évidemment, après l'invasion américaine, une partie de la Syrie, la Tunisie, maintenant, mais relativement, on est très très faible, mais surtout en Libye. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le terrorisme cherche les endroits où il n'y a plus d'État, où les armées nationales sont démantelées, où les services secrets sont démantelés. Donc l'invasion de l'Irak en 2003 et le démantèlement de l'armée irakienne, du service secret irakien, évidemment, on a créé un vide. La même chose en Libye. J'ai dit à mes auditeurs officiers de police antiterroriste à Lisbonne, écoutez, je peux comprendre que vous n'avez pas trouvé une cellule dormante à Paris ou à Bruxelles, mais est-ce que vous avez la raison quand on parle de Daesh à Sirte? Daesh à Sirte, ce n'est pas une cellule dormante. C'est un méco-État, avec son drapeau noir, avec ses chars, ses blindés, son budget. C'est un méco-État qui gagne du temps à chaque jour, est visible à tout le monde. Ce n'est pas une cellule dormante, ce n'est pas une cellule secrète. Elle existe bel et bien, cet État islamique. Le 21 mai 2015, j'étais à Paris aussi, j'ai donné une conférence à Lima, intitulée La deuxième guerre civile en Libye. Vous trouvez la conférence sur YouTube, et vous avez ma conclusion. J'ai averti les Français. Vous pensez que Daesh à Sirte ne menace que la Tunisie et l'Égypte et l'Algérie? Vous êtes épargnés loin. Bientôt, ça va être aussi à Paris et en France. Parce qu'il y a la mondialisation aussi du terrorisme. Si vous pensez que le feu brûle chez vos voisins, vous êtes épargnés aujourd'hui, demain non. Donc, comme j'ai dit hier, il y a toujours un rapport entre le chat et la souris. Disons que le chat, c'est les armées puissantes et les services secrets puissants. La souris, c'est le terrorisme. Donc, dès que le chat est absent, il n'est plus là, les souris trouvent ce qu'il faut. Cela veut dire, autrement dit, si on dit oui, on démantèle des armées, des États et des services secrets qui existent, évidemment, c'est le terrorisme qui va remplir le vide. Parce que la nature humaine n'accepte pas le vide. Et ce qui se passe aujourd'hui en Libye, on n'a pas de structure, on n'a pas d'État, on n'a pas une armée nationale, on ne connaît pas des services secrets, on a des micro-États partout, des centaines et des centaines de milices armées, des tribus armées. Le terrorisme a trouvé un foyer, il prospère, il s'implante. À Sirte, il lève son drapeau devant la 6e flotte américaine, devant l'OTAN, devant tout le monde, c'est visible, ce n'est pas une cellule dormante. Et comment on va agir face à ce terrorisme officiel? Ce n'est pas un terrorisme secret au cachet. Ce n'est pas même l'affaire des services secrets, c'est l'affaire des armées. Maintenant, deuxième partie de ma conférence, c'est la typologie du terrorisme. On va mais tout d'abord, il y a un concept. Voilà, j'ai oublié, je m'excuse de ce concept. On va parler de cette cellule dormante, de cette cellule terroriste. Ce que nous appelons la dynamique interne d'un groupe terroriste. Parce qu'il y a des dynamiques. On a la dynamique interne de la famille, de la tribu, de la société et d'un groupe terroriste. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'acte de tuer, c'est condamnable dans toutes les sociétés, je pense. Tuer, c'est affreux, c'est punissable dans toute société. Mais quand l'acte tuer devient un acte héroïque, l'action de tuer devient un acte héroïque. Par exemple, dans toutes les capitales du monde, on a des avenues, parfois des statues, comme à Genève, le général Gazin, il a une statue. Quand on tue, on est un chef,
Un commandant dans une armée, un soldat, et on tue l'ennemi. Ça, c'est l'héroïsme. Ce n'est pas un acte criminel. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans la dynamique interne de la société. Vous tuez nos ennemis, vous êtes des héros. On vous encourage, on vous soutient. La dynamique interne de la société, de la famille, de la tribu. C'est la bonne cause. Mais par contre, c'est toujours le même acte de tuer. Alors, les terroristes, ils prennent cette dynamique et l'installent dans la cellule. Ça veut dire, et pourquoi je dis toujours la première ligne de défense, c'est la famille, avant les services secrets, avant l'État, c'est la famille. C'est le premier radar qui capte un changement de comportement. Soudain, le jeune devient agressif avec sa maman, avec son père, sa soeur. Mais pourquoi tu mets de maquillage? Pourquoi tu ne mets pas même pas hijab? Pourquoi c'est pas le voile complet, le tchador, etc. Le niqab, il commence à prendre une distance de sa propre dynamique interne de la famille. Et évidemment, en même temps, de la dynamique interne de la société. Il quitte une dynamique interne de la société vers une autre, celle de la cellule dormante. Cellule dormante, par exemple, 10 personnes, 10 jeunes, l'un encourage l'autre. Sans les mécréants, puis attention, nous on va au paradis, eux c'est à l'enfer, etc. Avant qu'ils commettent leurs attentats, ils les isolent de leur famille, de leurs amis d'enfance. Parce que ce jeune-là, dès qu'on le reprend de la dynamique interne, on va dire négative, noire, du celui terroriste, et on le remet dans la dynamique positive de la société ou de la famille ou de la tribu, peu importe, il va devenir normal. Donc on a des dynamiques internes qui sont en conflit permanent. Où les terroristes peuvent gagner, où nous, on peut gagner. Et comme je vous ai dit, la première ligne de défense, c'est la famille. Et moi, dans les plateaux de chaîne de télévision tunisienne, j'ai proposé comment on essaie de casser cette dynamique interne. Je dis, tout l'enjeu, c'est casser cette dynamique interne des groupes terroristes. On va dire que, par exemple, il y a une cellule dormante à Tunis qui se compose de 10 jeunes. Le chef, c'est toujours le plus sanguinaire. Le deuxième, ce sont les joueurs aussi sanguinaires, parce que lui, c'est lui qui l'aide à établir l'ordre dans cette dynamique interne négative terroriste. Alors, sur les 8, on peut avoir 2 ou 3 hésitants, qui sont encore peut-être récurables par la dynamique interne positive de la société ou de la famille. On doit travailler sur cette hésitation. Et j'ai proposé des projets en Tunisie, par exemple, comme l'ont fait les Américains, l'FBI, etc. On propose de l'argent, on propose une maison, on propose le côté matériel joue beaucoup, mais évidemment, par contre, vous montrez une cachette d'armes, vous montrez des explosifs, vous nous jouez un blanc terroriste, etc. Il faut casser ces dynamiques internes négatives des terroristes. Et là, par un projet social, économique, religieux, psychologique, etc., il faut que les spécialistes travaillent dans ces pays. Hein. Vraiment, il y a toujours il y a une séparation totale entre la police et l'armée. Par exemple, les universités, les centres de recherche, ils n'ont aucun lien, aucune collaboration. Donc, j'ai proposé certaines idées. Pourquoi pas, on fait tout pour casser cette dynamique interne négative de la cellule dormante. On pourrait la casser, parce qu'on a 2 ou 3 dans cette cellule qui sont toujours encore hésitants. Ils ne peuvent pas être à 100% au même niveau de détermination. Non.